Salut Cameron, Salut tu vas bien? Ça va? Aujourd'hui, j'aimerais juste t'inviter à prendre un café citoyen avec moi. Bien Et sûr. j'aimerais vraiment savoir, toi, dans ton café, tu mets quoi aujourd'hui? Mon café, qu'est-ce que je mets? Moi, je mets la famille. La famille parce que c'est les racines, nous ne sommes que des branches. Je mets la famille, je mets l'indépendance parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je mets l'authenticité parce que, bon, ayant un background culturel très fort, congolais, africain, je suis attaché à la valeur de l'authenticité parce que je considère que mon background est très riche et qu'il y a une infinité en fait, d'idées à faire découvrir au monde. Donc, voilà. Ok, c'est bon. Bonjour mesdames, messieurs, mon nom est Carlens Emmanuel Catul, directeur chez Éveil Citoyen. Aujourd'hui, je suis vraiment très comblé et très choyé de pouvoir vous donner rendez-vous dans cette nouvelle aventure intitulée Culture et littérature. La principale ambition derrière cette initiative est de revaloriser la puissance du savoir. Et pour ce faire, nous aurons à nos côtés des artistes qui ont une contribution plus que spéciale dans la culture. Et aujourd'hui, nous sommes honorés d'avoir avec nous un directeur artistique, un visionnaire, un homme engagé, doublé d'un rappeur à la plume aiguisée, du nom de Kama. Enchanté Kama, comment vas-tu aujourd'hui? Bien, toi, Carlens. Extraordinaire. Sache que je suis vraiment très choyé de t'avoir. Merci de l'invitation. Tu sais que la piqûre que j'ai avec toi, c'est dès le premier son que j'ai écouté, je me suis dit, cet homme, il a la conversation, il a la profondeur, il faut qu'on rentre en entretien ensemble. Donc, l'idée en tout ça, c'est vraiment de savoir, toi, ton rapport à l'écriture, comment il a commencé dans ta tendre enfance. Est-ce que ta cellule familiale, ton milieu culturel a favorisé chez toi un amour pour les lettres? Je dirais que mon premier rapport à l'écriture, c'était à l'école. Ça a commencé à l'école dans les productions écrites. Ouais, ça a commencé à l'école dans les productions écrites. Donc je voyais que j'avais une facilité en fait dans les cours de français. Je me rappelle, j'ai comme deux souvenirs, tu vois. Mon premier souvenir c'était, non on était trois. Ok, super. Quand j'étais en deuxième année primaire, ma prof elle m'a signifié après un examen, elle m'a dit toi tu lis beaucoup, hein. Okay. J'avais genre, t'as quel âge en deuxième année, t'as genre 8 ans. Puis à l'époque justement je lisais beaucoup. J'étais vraiment curieux, j'aimais toujours aller à la bibliothèque du quartier. J'allais à la bibliothèque seul, les week-ends, comme ça je disais à ma mère de me déposer, je pouvais passer la journée complète à la bibliothèque, juste lire, Okay. par curiosité. Puis je pouvais pas savoir à cette époque-là que faire autant de lecture, ça t'ouvrait, ça élargit ton vocabulaire. Tu vois, je lisais vraiment juste par curiosité, par passion des histoires que je lisais. Et puis là déjà ça a été comme un premier commentaire du professeur que ouais, elle remarquait un peu mon écriture. Ensuite, l'année suivante, en troisième année, Okay. je me rappelle, on écrivait des poèmes. C'était la première fois qu'on écrivait des poèmes, genre même en classe, tu vois. Et j'ai ce souvenir où, en fait, j'avais vraiment cette facilité à donner des idées, tu vois. Facilité à donner des idées. La prof pouvait commencer le premier vers, j'allais compléter les vers. Tu vois que c'était un peu instinctif chez moi. La naissance du génie, là. Tu vois, faire rimer des mots. Puis là, moi aussi, je remarquais, ok, ça me vient assez naturellement, ça me vient facilement. Et puis, je commençais à savoir que, dès que le moment des productions écrites arrivait à l'école, j'avais du fun, j'inventais mes histoires, je dépassais toujours le nombre de mots, je prenais plaisir à faire ça. Et en quatrième année, examen du ministère, je me rappelle avec un ami, on avait dépassé le nombre de mots. Okay. Vraiment considérablement. Okay. Parce qu'à l'époque, on demande de faire genre 300, 400 mots, on a toujours rendu 800. 100 mots, ok. On avait comme ce concours entre nous, comme qui va faire le plus de mots, on se faisait chier la prof parce que. Ok, ouais, je comprends. Pas supposé faire ça. Ouais, pas supposé faire, exactement. On nous a fait réécrire. Ok. J'ai quand même dépassé, mais j'ai fait 445 mots, j'avais juste 17 fautes. Oh, ok, c'est pour tout âge, le exactement, en plus, ouais. Puis j'ai eu 100% en écriture. Extraordinaire, ça veut dire que c'était inné là, ce rapport-là, c'est vraiment un rapport qui a fait très exactement, il y a ça, l'école, avant l'école, je pense qu'il y avait mon père aussi, mon père était prof de français au Congo. Ah, ok, extraordinaire, donc on voit l'affiliation qui se passe en fait, extraordinaire. Mon père était prof de français au Congo et puis il a toujours été très à cheval sur le fait de parler un peu français, tu vas mal conjuguer ton verbe, tu vas mal faire, il va te le recadrer, tu vois. Oh, ok, donc l'amour de l'éloquence, exactement, le savoir parler, tout ça c'était depuis le papa. D'abord de papa. Il y a la fondation et là. après à l'école, j'ai vu que j'avais, talent pour ça. Et plus tard, vers mes 13 ans, le rap,
le rap aussi, ça a joué un grand rôle. Alors, ça t'a changé. Ouais, parce que j'avais déjà la passion pour la musique, parce que famille congolaise. Ok, c'est ça. Et Ah, on là- sait que le Congo aussi, ouais, c'est un Exactement. festival de musique, Tu vois c'est ce que je veux coloré. Et ensuite, là, je découvre le rap. Donc, pour le coup, j'ai une sensibilité à la langue. Ok. Et avec les rappeurs, je découvre une manière différente de percuter l'esprit, tu vois. Si tu me permets de m'interposer, ton rappeur en fait qui t'a le premier chamboulé, ce serait qui en Moi, fait? les premiers rappeurs qui m'ont marqué, Hein? c'était la section d'assaut. Oh ok, extraordinaire. Donc c'était vraiment le créneau en France. Ouais. Ok, super, Ouais, super. tu sais, je connaissais le rap avant, je connaissais les rappeurs US qui parvenaient à mes oreilles. 50 Cent, c'était l'époque. Ok, les 50 Cent, c'est ça. Mais ma première vraie claque, c'était la section d'assaut. Ok, Mais un peu plus tard, tu sais, parce que on va dire jusqu'à mes 13 ans, j'écoutais un peu de tout. Tu sais, j'étais pas niché dans ce que j'écoutais. Ok. Mais l'été 2013, j'avais un ami qui m'avait passé sa carte mémoire sur PSP. ok, ouais, je me rappelle dans ce moment. Ouais, ok, je me rappelle. Parce qu'il avait perdu la mienne. Ok, En fait, lui, ce qu'il faisait, il mettait des chansons. En fait, moi, je faisais des chansons, ok. il les mettait pour moi. Il a perdu ma carte mémoire, il m'a donné la sienne. Il avait genre 3 à 4 albums de la section d'assaut. Oh, ok. Moi, j'étais là, puis je découvrais. T'as tout écouté. Mais j'ai découvert un peu tardivement, parce qu'en 2013, il était déjà rendu à l'apogée. Ok, Mais j'ai découvert un peu tout ce qu'il y a eu avant. Ok. Puis là, ça a été ma piqûre avec le rap. Donc tous les membres de section d'assaut, c'est lequel qui t'a le plus. Moi, c'était mon trio, Gims, le Fa Black. Ok. Au début, Au début, c'est vraiment le Fa. c'est les 3 stars là. Ouais, Ok. mais le premier, c'était vraiment le Fa. Ok, Parce que, tu sais, le Fa, c'était le plus technique. ok. Tu vois, Et beaucoup toi, de on multisyllabiques. retrouve même cette technicité aujourd'hui dans ton rap aussi. Avec Ok, la multisyllabique, le Fa, c'était ça. Moi, j'aimais ça, la multisyllabique. C'est la rime parfaite un peu, tu vois. ok, ok. Black M, c'était comme en rotation. Une fois, c'était Ok, le Fa, une fois, c'était Black M. d'autres une Gims, c'était le côté plus imagé. Gims, c'était beaucoup de métaphores. Métaphores, Ouais, effectivement. exactement. Il avait des lines genre censurez-moi, ça sert à rien, comme un aveugle dans le noir. Puis j'aimais bien les Ouais, trucs ok, comme ça, c'est tu vois. ça, ouais. Donc il y a ce Exactement. rapport au mot, à la poésie, Exactement. faire des métaphores qui ne sont pas nécessairement faciles, qui sont recherchées. Exactement. Puis Ça, c'était ça t'a l'époque aussi touché. où dans le rap français, c'était beaucoup ça. Ok. Tu avais la recherche de la punchline dans ces années-là. Ah, Genre 2011, 2012, beaucoup Ok. de rappeurs genre Fabibi, Voteface. Ok. Il y avait vraiment l'école de la punchline ok. que les 7 Gecko et tout avaient installé aussi, Ah, ok, à je vois. Capote. Ah. Fait que ça s'est perpétué avec d'autres rappeurs et moi j'aimais ça. Puis là je suis tombé dans le rap. Donc si je comprends bien, donc là il y a l'affiliation du père Ouais. qui est prof de français depuis le Congo, qui Ouais. te donne l'amour de la langue, Exact. du verbe bien exprimé. Ouais. Il y a les professeurs aussi qui te valident dans ce processus-là. Ouais. Il y a la note de 100% que tu as eu à l'examen du ministère, Exactement. malgré que tu as excédé, tu t'es ramené. Ouais. Après, il y a le rap. Donc, on voit vraiment qu'il y a le tissu de ton existence, l'aventure, elle se fait, et elle est brodée de façon très minutieuse. Mhm. Ça, je comprends bien. Puis si je peux dire un dernier truc, Mhm. c'était l'église aussi. Ok, La super. C'est- Le rapport de les métaphores qu'il y a dans la Bible, Exactement. tout le travail d'écriture. Bien Ouais. sûr, bien Moi sûr. j'ai grandi dans l'église, fait que, tu sais, Super. le dimanche on écoute la prêche, puis tu sais, la Bible Louis II 1910, elle a son style d'écriture. tu Bien vois. sûr, exactement. Fait que c'est un français de cette époque-là, puis c'est un français suisse. Ah, ok, Il vas-y. y a la manière, le style d'écriture dans les différentes traductions et tout. C'est quelque chose qui est resté un peu. Puis après, ouais, c'est ça. Mais je présume chaque dimanche, vous aviez des rencontres aussi, vous utilisez le verbe biblique et tout ça. Il y a Mais l'herméneutique, plus jeune, je pense comme ça qu'on appelle ça. Plus jeune, j'étais vraiment trop jeune pour suivre ça. Plus tard, je l'ai fait. Ok. Mais plus jeune, c'était juste, tu absorbes un peu Hmm. les versets bibliques. Tu sais, Mm. Ça reste dans ta tête. Sans élan. C'était comme les structures grammaticales des versets, ça reste dans ta tête. Ah. Puis peut-être inconsciemment, toi-même, quand tu vas écrire, tu vois aller chercher. C'est exactement ça qui se passe. Il y a des compétences transversales qu'en fait, que tu apprends en lisant la Bible. Ça structure ton cerveau, puis après, ensuite, ça nourrit aussi ton rapport aux lettres, ton Exactement. rapport à l'écriture, c'est Ouais, ça? Moi, c'était ça. Extraordinaire. Ouais. Puis, est-ce qu'il y aura un livre aussi en question qui, aussi de son côté, t'a réveillé quelque chose en toi pour le verbe distinguer? Ouais. Ben, pour le vrai, les livres que je lisais, on va dire enfant ou primaire, parce que beaucoup de livres au primaire m'ont marqué, mais c'était pas forcément pour le style, parce que justement, c'est des livres plus jeunesse, Ok, mais c'était plus l'histoire. ok, Tu super. comprends? J'ai le rapport plus à l'histoire, à la narration, Ok. le fait de raconter des histoires. La grammaire, c'était comme un peu à part. Ok. Le style, tout ça, c'était plus le rap qui m'a Ah, donné ce goût-là pour le style. ok. Mais les livres que je lisais, c'était vraiment des histoires. J'aimais juste lire des histoires. Quand tu parles de l'histoire, aussi je comprends bien, au cégep, tu as rencontré l'altérité, du fait même que tu t'es vécu en tant que minorité visible, les gens ne partageaient pas nécessairement tes origines ou ton rapport au monde, ou ton rapport aux problématiques sociales. Donc est-ce que tu peux plus approfondir aussi ce que tu as vécu au cégep? Exactement, fait que c'était ça. C'était d'être un peu le seul noir dans le programme,
le seul noir avec le background que j'avais aussi, tu vois. Parce qu'il y a être noir, mais être noir, issu de l'immigration, avec un fort background culturel. Chez toi, il y a comme une vision vers laquelle on t'amène. Dehors, comme dans une société qui prône beaucoup, le fait de choisir sa propre voie. Et j'étais perdu un peu dans tout ça. Et bon, la musique arrive, moi je prends une sabbatique de 1 an à cause de la musique. J'ai envie de suivre ce filon avec lequel justement je trouve que j'arrive à me trouver une identité. Tu vois. Mais est-ce que, pardonne-moi de te couper par rapport à ça, mais est-ce que je remarque en fait dans tout le long de ton aventure personnelle, il y a toujours une dynamique d'affirmation de soi. Puis je trouve ça remarquable aussi dans une société où on essaie de pousser la jeunesse vers un nivellement vers le bas, ou l'uniformisation, on pousse les jeunes à suivre des codes ou des modes. Moi, je vois souvent la réitération d'une affirmation de soi, conquête de soi, puis ça, c'est assez particulier chez toi. Puis je tiens à te lever le chapeau là-dessus. Merci frérot. Mais moi, ce truc de je me retrouve pas ici, je me retrouve plus là dans la musique. Ah, laisse-moi suivre ce truc-là. Tu vois, peut-être j'aurai une idée plus claire de qui je suis en suivant ça. Et quand je reviens 1 an après, parce que justement, quand je suis au cégep, à cause de ce sentiment-là que j'avais, même je doutais même d'être un artiste, tu vois. À quel point est-ce que j'aime là, à quel point est-ce que, tu vois, j'ai même pensé à aller en sciences humaines, je te jure. Et quand je reviens, après 1 an de musique, 1 an de sortir des clips, des freestyles, d'avoir une certaine reconnaissance, je reviens, je suis comme non, je suis vraiment un artiste. Et pourquoi je suis un artiste? Mais parce que regarde ce que je suis capable de faire, regarde comment je peux m'exprimer, regarde à qui ça parle. Et d'où vient l'inspiration de tout ça? Ça vient justement, ce même background pas qui me gênait quand j'étais au cégep, mais en tout cas qui me donnait un peu le sentiment que je ne pouvais pas fit dans ce milieu-là. Tu ne peux pas laisser déployer ton identité comme tu le voulais. Exactement. Ben justement, je l'ai déployé dans un autre environnement, sans savoir que ce n'était pas à l'école. Et non, ça part. Donc là, je reviens à l'école avec la conviction que non, justement, il y a quelque chose à faire avec ça. Ce que tu portes en toi est significatif. Exactement. Il y a de la valeur. Et là, vu que je suis à l'école, je me dis, bah, je vais chercher des personnes qui étaient dans la même démarche que moi, mais dans un contexte plus académique, plus littéraire. Alors là, je vais creuser, je me dis, bon, laisse-moi aller chercher, je vais à la bibliothèque, Zora Hurston, je digue là, je commence à diguer, Black Arts Movement, Harlem Renaissance. Ça a commencé à germer avec ça. Extraordinaire. Et creuser un peu plus, tu vois. Sur les figures, bon, au début c'est l'Amérique du Nord, les États-Unis c'est plus proche. J'ai pas encore de rêve de figure africaine en vrai. Tu vois, à part Nelson Mandela, Lumumba, mais c'était pas substantiel. Je comprends. Mais j'amorce la démarche avec les États-Unis et doucement ça m'amène vers l'Afrique. Comment? Je sais même plus comment en vrai. Justement, il y a eu une figure francophone dans mes recherches qui m'a happé et qui m'a shifté aussi dans mon mindset, c'est Kimi Seba, tu vois, qui est homme leader d'opinion, résistant, analyste politique, aussi auteur exactement. Et je sais pas si c'était à cause de Freeze Corleone, j'écoutais beaucoup Freeze Corleone cette époque. C'était déjà Kimi Seba, où j'avais une amie aussi à l'époque avec qui on parlait beaucoup de sujets afro. J'espère que ce soit elle qui m'a envoyé une première interview de Kimi ou quelque chose. Mais en tout cas, à cette époque-là, je découvre Kimi Seba par une des deux voix. Et je commence à suivre le personnage, je comprends que, je me retrouve dans lui en fait. Tu vois, quand je te disais, justement, je reviens au cégep, en quête de figures qui me ressemblent, là je cherche un peu plus vers des auteurs, tout ça, mais là je vois quelqu'un. Oui, il a grandi en France, mais il a grandi dans la France des quartiers. Tu vois, la France des quartiers, fait qu'il a ce côté street que j'avais aussi à cause d'Hochelaga où j'ai grandi. Mais en même temps, il maniait le verbe. Il y avait cette intellectualité aussi. Tu vois ce que je veux dire. Donc le côté street, intellect, je me retrouvais beaucoup dans ça. Et là, je dis Kimi Seba, j'ai mis Supranégritude qui me met bien les idées en place. Tu vois ce que je veux dire, que ça me met bien les idées en place. Et justement, très vite, je me dis, ouais, moi c'est ça les valeurs. Tu vois, détermination. Mais c'est exactement ça, parce que quand tu vois l'entête du livre, Supranégritude, en fait, tu te parles d'autodétermination, anti-victimisation et virilité du peuple. Exactement. Et je pense aussi ça revient à ce que ce qui t'a fondé aussi en tant que personne. L'affirmation de soi tout le long de ta vie, je le vois en fait. Tu n'es pas le mouton qui suit la plèbe, tu es capable d'être toi. Puis je pense que ça constitue l'homme que tu es aujourd'hui. Exactement. Et c'était bien en fait d'être capable de mettre des mots en fait sur parce qu'à la base sont juste des sentiments. Tu vois, tu sens que tu veux t'affirmer, tu sens que tu veux te détacher, mais quand tu arrives à voir que ok non,
t'es pas le seul à te sentir comme ça, à penser comme ça, mais quand tu vois, il y a des leaders en fait. Leader d'opinion qui articule aussi. Ces là qui, comme tu dis, qui vulgarisent le pourquoi est-ce qu'on doit s'affirmer, pourquoi est-ce qu'on doit s'émanciper de certains codes, qui l'affirment, et là c'est bon, ouais. Mais tu sais, ce que tu dis là, ça fait penser à une parole célèbre du fameux rappeur éponyme Booba, quand il dit « Moi, je vais devenir ce que j'aurais dû être. » en fait. Donc, je vais être plus grand que toutes les aliénations qui veulent me confiner à des étiquettes ou des cases précises. Donc, je dois m'émanciper, je dois m'affirmer, je dois revenir à qui je suis. Puis dans ce processus-là, je pense que c'est un processus qui est très tien aussi, c'est ça. Hein? Exactement, 100%. Et tu sais, juste un peu avant ma découverte de Kémy Séba, j'ai eu un cours, justement. Ça, c'est très déterminant dans toute la suite. Justement, j'avais un prof que j'avais eu avant de prendre ma sabbatique. C'était un cours, on devait monter un spectacle dans ce cours-là. Et moi, j'avais quitté en 2019, je reviens en 2020. Et j'ai le même cours, le même prof. Et ce prof-là, il était toujours sur mon dos en fait. Mais pas méchamment. Mais il veut te pousser à l'excellence. C'était un prof qui voyait que non, t'as quelque chose, mais pourquoi je te sens détaché, tout ça. Un jour, dans son cours, on va suivre un spectacle de danse. Je suis un spectacle de danse, moi je m'endors. Puis il est à côté de moi, je dors. Et à la fin du spectacle, il me regarde, il me dit, tu sais quoi, quand tu dormais, ça m'a fait penser à quelque chose. Je vais t'en parler après. Parfait. Et là, après, bon, je rentre chez moi. La semaine suivante, on a un de ses cours et on devait faire un travail sur une œuvre. Et là, il y a une liste d'œuvres, tu vois. Il y avait des romans, il y avait des articles, des ci, des ça, des films. Et moi, je regarde la liste et à la fin, je vois quelque chose. Je pense que c'était un documentaire en fait sur une femme haïtienne ici, une danseuse. On la suivait un peu dans son processus, elle montait un spectacle, quelque chose du genre. Moi, je le choisis naturellement, ça me parle, haïtienne. Ton prof d'enfance aussi qui a été un élément fondateur. Un jour, on va devoir l'avoir à la caméra. Et là, à la fin du cours, parce qu'il fait le tour de la classe, puis il fallait dire qu'est-ce que tu as choisi. Moi, je dis ouais, j'ai choisi ça. Et à la fin du cours, je prends mon sac, tout. Il me dit j'espère que tu prennes cette œuvre-là. Je dis ah ouais, comment ça? Il dit non, j'ai fait exprès de la mettre. Parce que quand tu dormais au spectacle, je me suis rendu compte que t'es pas représenté dans les œuvres qu'on étudie. Puis il avait comme eu ce truc, tu vois, juste cette sensibilité de... Est-ce que c'est un professeur québécois blanc, c'est tout ça? Il y a eu cette conscience-là, cette empathie pour la diversité. Et moi, je m'attendais pas à ça du tout. Moi, j'étais ok avec le fait d'être différent et j'allais naviguer pendant mes études. Je suis ok avec malgré la vérité, je me dis, en dehors de l'école, c'est là où je me retrouve à l'école, tu vois. Et lui, il est là, il me dit, dans ce qu'on nous proposait à l'école, dans le canon qu'on étudiait dans ce programme-là. Et moi j'étais ok avec ça, tu vois, fais exprès de mettre cette œuvre, je voulais que tu mais je pense que c'est ça qui fait un bon professeur aussi, cette sensibilité pour prendre le temps de voir que chacun de ses élèves a son individualité, a ses rêves, a ses vocations, puis aussi basé sur notre rapport avec ces rêves-là, avec qu'est-ce qu'il constitue lui cet élève-là. Il est peut-être différent des autres, il y a peut-être des talents qui sont différents, et essayer de sublimer tout ça. Et après Covid, donc là on tombe à distance, son cours dans lequel on devait monter un spectacle, pour le coup, à cause du Covid, il a trouvé une autre alternative et il a donné deux choix aux étudiants. C'était soit d'écrire un spectacle de A à Z, tu l'écris seulement, ou de faire un journal de création chaque semaine. Moi j'ai choisi ça, faire le journal de création. Et comme je t'ai dit, j'étais... Mais SO le professeur, hein? SO le professeur. Charles Gilbert, monsieur Gilbert. On lui passe le bonjour. Shout out. Et maintenant on arrive et tout, on est en pleine pandémie, on suit les cours sur Zoom et j'arrive en retard dans le Zoom, 1 heure genre, vraiment en retard, je me réveille tard, j'arrive dans le Zoom. Il a été fâché, je vais te parler à la fin du cours. Et à la fin du cours, on se parle sur Zoom, on passe 1h30 sur Zoom, et il voulait vraiment savoir c'est quoi ton problème. Sans erreur. Mais tu vois l'attention qu'il a en tant que professeur, non, c'est vraiment... c'est quoi ton problème, pourquoi t'es pas plus investi dans tes études, et c'est pas comme si je passais pas mes cours, je les passais, mais moi j'étais du genre, j'en mettais pas les travaux faits, tout ça, j'en ai pas à faire, tu vois, mais même si je le remets pas, je passe mes cours, même si je remets mes trucs dernière minute avec des retards, il voit le travail, il dit, ouais, il y a quelque chose, il est là, et il me dit non, là il me dit, il faut que je te dise quelque chose, il y a tous les profs du département, ils parlent sur toi parce que on n'arrive pas à te comprendre, tu vois, puis tout le monde cherche à savoir c'était quoi le problème, est-ce que c'est parce qu'ils se retrouvent pas, chacun voulait savoir c'était quoi le problème avec moi. Et lui, il disait peut-être que c'est ça. Et il m'a dit, moi j'ai fait exprès de mettre
ce travail-là, ben, c'est cette œuvre-là pour que tu fasses un travail dessus. Et après, moi je lui dis, ben, je vais être honnête avec toi, mon problème c'est quoi? Non, c'est vrai, c'est que bah, j'ai pas l'impression que qui je suis, c'est pertinent de l'exprimer dans le contexte académique. Et lui ça le choquait, il m'a dit pourquoi? J'ai dit, bah je trouve pas que. Tu sais, dans des programmes comme littérature, des arts et tout, si tu es un artiste dans l'âme, t'es quand même évalué. T'as quand même ce truc quand même, les profs t'évaluent, tu vois. Et si un prof comprend pas ta réalité, il peut mal t'évaluer, ou bien il peut... il ne saisit pas les nuances, il saisit pas, exactement. Et là pour le coup j'avais cette espèce de, quand même, tu vois, j'avais un manque de confiance à cette époque, je m'affirmais pas assez pour dire ouais ça c'est qui je suis, je le mets à l'école, je m'en fous et tout, c'était pas encore là. Je le faisais en dehors de l'école, je voyais un peu ce truc, le système académique, blanc comme, je sais pas, tu vois. Et lui il m'a encouragé à non, affirme-toi, et puis il m'a dit je veux que cette expérience-là, ce sentiment-là que tu as eu pendant ton parcours collégial, je veux que tu en parles dans ton journal de création. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir sur un thème qui était le racisme intériorisé. Tu vois, ce truc de... Et ça fait penser aux œuvres de Frantz Fanon aussi, quand tu vois pour le masque blanc. Exactement. Le racisme intériorisé. Et je me rappelle, j'avais commencé ce travail-là, ce que je faisais, d'interviewer mes amis. Je leur demandais, c'est quand les moments de votre vie, vous avez senti que vous ne pouvez pas vous affirmer à 100%. Et t'as des amis noirs, obviously, et tous disaient tout le temps, ah ouais, quand on était dans des contextes trop blancs, tu vois, ça revenait un peu. Où il n'y a pas de représentation, on se sent pas j'avais une amie qui avait fait un petit passage dans une école privée, après Bœuf, qui me parlait de ça, une autre amie aussi qui était au privé qui me parlait de ça, et justement, je prenais des notes, et je faisais des recherches, et là je suis tombé sur ce concept de racisme intériorisé, je l'ai défini, tu vois, je l'ai vulgarisé pour mes profs, tout ça, ce truc où tous ces espèces de stéréotypes que les blancs peuvent avoir sur les noirs, nous-mêmes on les intègre et on fonctionne avec, tu vois, on se dit, on vient des quartiers, tout ça, ça vaut pas la peine de mettre ça dans... Donc le regard nous fait une violence sur la personne qui nous reçoit, tu vois, et on l'intériorise, tu vois, et c'est là où je me suis dit, ah non, plus jamais, tu vois. Plus jamais faire ça. Plus jamais, tu comprends, même si c'était inconscient. Là, je suis conscient de cette logique-là que j'avais, et je me suis dit, non, plus jamais. Donc là, si je comprends bien, tu as trouvé ta mission en fait à l'intérieur du monde académique. Ça a changé ton rapport, ça a changé ta volonté, ton dynamisme aussi avec l'école. 100%. Et là, peu de temps après, il y a eu le truc de George Floyd, donc il y a eu comme un soulèvement, et il y avait beaucoup de prise de parole et tout, fait quelque part c'était mal pour un bien. Mais ce que tu dis là, en fait, ça révèle la question, moi, de demander le rapport à l'éducation, en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change pour que les élèves, que ce soit des élèves issus de l'immigration ou de la diversité, puissent se sentir vraiment animés avec leurs études et avec l'école? Est-ce qu'il faut leur enseigner en fonction des pourquoi, c'est-à-dire trouver un sens, insister sur le sens avant les notes, et les notes vont venir par la suite. 100%. Parce que la manière que je vois ton discours ou ton parcours, c'est vraiment ça, c'est que le professeur, en fait, son brio, son génie, c'est d'avoir, il s'est interrogé sur le pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui anime Kama? C'est quoi ses rêves à lui? C'est quoi sa vocation? Puis c'est ce changement de paradigme qu'il a eu avec toi qui a changé ton rapport au cursus scolaire. 100%. Et vraiment, Charlotte à ce prof. Et c'est comme je dis, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie, parce que justement... La dynamique de sens et tout. Ouais, quand j'ai le truc de racisme intériorisé, ça a vraiment été le push, puis là après ça j'ai pas lâché, j'ai fatigué, tu vois. Et j'avais aussi, tu vois, ces valeurs-là d'autodétermination, indépendance, on peut s'organiser entre nous. Vraiment ça a commencé à naître là. Et je me disais, mais à Montréal, là, ça a l'air de quoi les communautés noires? C'est qui les leaders d'opinion? C'est quoi les associations? Ça a commencé à naître parce que je me dis, bah non, justement, on doit se définir par nous-mêmes, s'affirmer nous-mêmes. Maintenant, qui le fait dans les différentes sphères de la société au Québec pour les communautés noires? Parce que moi, quand j'étais au secondaire, j'ai étudié dans le programme international, parce qu'on est le PVI. Ça me fait il y avait beaucoup de sorties. Et une sortie qui m'a toujours marqué jusqu'aujourd'hui, je te jure, c'était quand on avait fait le tour des quartiers culturels. Puis on est allé dans le quartier juif, quartier italien, quartier portugais, on faisait vraiment le tour des quartiers. Et j'étais marqué par ça. Fait que
t'as un quartier italien. Bien, ouais, il y a des blocs. Mais il n'est pas juste italien Mm. parce qu'il y a des Italiens là. Mm. C'est pas juste ça qui fait qu'on dit que c'est le quartier italien. Mm. C'est qu'il se réapproprie l'espace. Mm. Tu vois ce que je veux Voilà. dire? Il y a l'investissement, il y a la Tu structure comprends? derrière. Ouais. T'as des caisses populaires, italiennes. Il y a une force tu vois. institutionnelle qui s'est installée. si je Exactement. comprends bien. Et je me disais, bah, c'est la seule manière pour nous de vraiment s'affirmer, c'est comme ça. Dans une dynamique Tu vois, d'organisation. c'est pas juste d'être là, on Mm. est entre noirs, et puis non, il Mm. faut que, comme tu dis, une dynamique d'organisation. Et voilà, ça a été le push pour. Puis j'imagine que ça aussi, ça a animé ce mouvement aussi que tu parles aussi avec d'autres artistes comme toi. Le mouvement Né aussi, est-ce que tu peux m'expliquer en fait Mais aussi, qu'est-ce qui a animé, Mhm. c'est quoi le point de départ de Né aussi, Oui. puis aujourd'hui qu'est-ce que tu essaies de défendre avec ça? exactement, c'est exactement ça. Avec Né aussi, ça naît de ça. Né aussi, j'ai commencé. C'est quoi exactement Né Né aussi aussi, selon ouais, tes mots à toi? dans mes mots, ben, Né aussi, c'est. Il y a plusieurs termes. Mais je voudrais d'abord dire que c'est une équipe créative. Ok. Et à terme, ça va être une structure de production. Tu vois, Ok. une boîte de production multidisciplinaire. Ok. Tu vois, donc musique, visuel, événementiel et vêtements. Tu vois. Et le premier projet de Né aussi, le projet pilote, c'était mon EP. Ok, Tu sans vois. Et que tu descends, nous a permis de travailler le côté musical avec l'EP lui-même, le côté visuel, direction artistique, en étant justement à la DA de notre clip. Donc, on a pensé le clip à l'interne, on pense par exemple la cover, Tous Lumumba, tout ça on pense là à l'interne, tu vois. Événementiel parce qu'on a fait un listening party pour la sortie du projet. Et pendant le listening party, on a vendu des vêtements. Donc cette donc la démarche d'organisation, d'émancipation. Organisation et garder ça à l'interne, tu vois. Le for us by us, là, le Voilà. fameux football. Là. Et que un projet Mm. puisse servir les différents aspects ou les différentes branches de la structure. Et j'ai commencé à penser Né aussi en lisant Supranégritude. Ok, donc tu vois le rapport, mais c'est d'où ce qu'on parlait au départ, la valeur, comment les mots que tu as appris, la littérature que tu as téléchargée en toi, Ouais. regarde ce qu'elle a pu donner en fait Exact. comme fruit. Exactement. Parce que là, ça te donne un goût d'affirmation de toi-même, Ouais. tu as l'ambition d'organiser des choses, de voir grand. C'est pas tout le monde qui pense là, qui va s'asseoir, puis qui va se dire c'est quoi, on va penser un projet qui va être multidisciplinaire, il va y avoir un volet musique, un volet artistique. Exact. Donc c'est ce rapport à la lettre qui a changé tout ça en toi. Et ça naissait de quoi? Ça naissait de, justement, tu comprends très vite, on parle d'autodétermination, on doit se on doit own ourselves, on doit contrôler ce qui est à nous, tu vois, et que c'est nous on fixe, Voilà. c'est nous qu'on donne la direction, tu comprends. Et moi, comme je t'ai dit, depuis jeune, je te parlais de quoi? Je te parlais de ce rapport aux imaginaires. J'aime l'art, j'aime la culture, j'aime la culture, les imaginaires, le patrimoine culturel, j'aime ça. La langue, la musique, les films, j'aime ça. Tout ce qui... l'âme d'un peuple, tu vois, l'âme d'un peuple matérialisée par des œuvres, ça a toujours été ce que j'ai kiffé depuis jeune, tu comprends. Et pour moi, la culture est une ressource. Ok, Tu super. vois, c'est une ressource naturelle, immatérielle. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je viens d'un pays où nos sous-sols, on les contrôle pas, par exemple. Tu vois. Ce qui se passe avec le drame, avec Exactement. le coltan, les enfants qui... Au Congo, on contrôle pas nos sous-sols et on contrôle pas non plus la chaîne de production de ça, tu vois. Donc, par exemple, c'est pas vraiment des compagnies congolaises qui vont exploiter nos ressources minières, qui vont les transformer, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, la culture, c'est une ressource aussi. Je me dis, juste cette idée de vouloir contrôler ce qu'on fait. Moi, j'ai la passion pour la culture. Donc, laisse-moi penser à un projet où il y a cette logique de contrôler ce qu'on fait de A à Z, tu comprends. Être maître de notre propre destin, en fait. Et ça venait aussi de mon observation de l'industrie, de la culture et la place des Noirs dans cette industrie-là. Les Noirs, on est souvent les artistes. Tu vois, on est en bas, tu vois, en bas de la chaîne. C'est un peu le produit, tu vois. Mais toute la pensée derrière, c'est pas toujours les Noirs. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, qui contrôle la financière, il y a un fameux proverbe, c'est lui qui donne, c'est lui qui ordonne aussi. Exactement, Voilà. exactement, frérot. Donc, l'artiste, t'es le produit, mais derrière, celui qui finance, celui qui a les compétences en marketing, push. Toi, t'es là, t'as les idées brutes, mais c'est eux qui détiennent les studios dans lesquels tu vas enregistrer, c'est eux qui ont le savoir-faire en termes de marketing, en termes d'image, en termes de PR, en termes de forme. Tu vois, on voit un talent, mais c'est eux qui travaillent ce talent et qui en font un produit fini, tu vois. Mais c'est ça, donc le problème dans tout ça, c'est que d'autres personnes externes peuvent donner un plafond de verre à tes ambitions, à tes idées de revendication. Ils peuvent aussi pas te forcer, mais te coerce into tenir des discours qui ne sont pas forcément
bénéfique à ta Ah, communauté. mais c'est justement ça, parce que je sais que dans ton album aussi tu parles aussi beaucoup de gentrification en fait dans l'industrie musicale, que ce soit dans le hip-hop ou précisément dans le rap. À mon humble avis, je pense que la gentrification c'est lorsque un art, un mouvement quelconque, des gens se l'approprient tout en oubliant les membres fondateurs du mouvement et les valeurs que ces membres fondateurs ont défendues. L'essence en fait. Voilà, l'essence Exactement. de l'initiative quelconque. Donc toi, ton rapport à la gentrification, dans le rap, comment il s'articule en fait? Comme ça, parce que c'est, j'en avais parlé chez Nicolas Ouellet, quand je parle de la gentrification du rap, même si on name drop des rappeurs, Voilà, c'est on va pas, faire aujourd'hui. c'est pas eux qu'on attaque, c'est ce qu'ils représentent. Moi j'ai un problème avec le rap, on sait que c'est une culture, c'est une musique noire, ça vient d'une communauté noire, de disqualifier l'histoire derrière l'histoire de ces communautés, les expériences que ces communautés ont vécues, qui les ont amenées à développer une pratique comme le hip-hop, des pratiques comme celle du hip-hop. On les disqualifier tout ça et de juste prendre le potentiel économique derrière la musique et de mettre maintenant des visages blancs qui vont représenter ça parce que le rap ça parle, tout c'est une grosse force de communication. Moi j'ai un problème avec ça. Donc on se soucie du capital financier et on se fiche des mémoires. Exactement. On se fiche des valeurs qui ont construit la culture. C'est vraiment ça ton rapport. Exactement. Et moi c'est ça que je parle lorsque je parle de gentrification du rap. Donc vous ôtez les visages représentatifs de ce qui est réellement cette culture, les mémoires de cette culture pour mettre des visages parce qu'ils peuvent vendre. Parce qu'il fait vendre, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a une marchandisation du rap, un capitalisme en fait. Ouais. C'est l'hydre du capitalisme Exactement. en fait, qui met ses mains partout en fait. Et il n'y a pas de différence entre ça et aller au Congo prendre des sous-sols et puis le peuple congolais n'en bénéficie pas. Pour moi c'est pareil. C'est la même logique. Jusque là, on parle de la culture, on parle des mémoires. Et moi, c'est quelque chose que j'ai à cœur, la culture et les mémoires. Et je me dis que non, si je peux faire partie de ceux qui disent non, on va contrôler A à Z ce qu'on communique, et lorsqu'on va communiquer, on va s'assurer de maintenir nos mémoires. Voilà, donc l'idée derrière aussi, c'est ça. Aussi. Oui, l'organisation entre nous, de valoriser les talents noirs autour de moi. Donc je travaille avec mon associé Paco, qui est d'origine camerounaise, on s'est rencontrés justement en 2020 dans ces cercles de discussion, afro, tout ça. Et que ouais, on voyait dans la même direction. On a du potentiel, on ne va pas attendre que des gens qui n'ont pas tous nos intérêts à cœur venir récupérer juste notre talent et puis nous donner un petit bout de chèque, alors que non, on veut beaucoup plus que ça. Parce que on engendre plus que ça dans cette industrie, tu vois ce que je veux dire? On se réapproprier sa valeur. Exact. Et voilà, c'est ça. Puis, même aussi pour pas être, je pense, mal compris par certains auditeurs, je pense aussi quand tu parles de gentrification, il y a aussi cette dynamique d'être fidèle aux valeurs. Donc, quelle que soit, je pense, la culture de la personne voulant s'approprier le rap ou faire partie de la culture hip-hop, je pense que la culture hip-hop c'est une culture assez universelle, assez accueillante. Donc on voit aujourd'hui le hip-hop c'est expatrié à peu près partout. Hein. On le voit au Maghreb, on voit en Amérique latine, on voit même en Asie. Mais l'idée en fait c'est qu'au minima ces valeurs-là qui sont la promulgation du savoir, la résistance face à l'iniquité, la solidarité avec les damnés de la terre, tant que ces valeurs-là, à mon humble sens, tant que ces valeurs-là sont préservées, sont conservées, je pense que le hip-hop aussi c'est une grande famille humaine qui peut accueillir autrui, mais il y a ces dynamiques de préservation des mémoires. Exactement, ces valeurs-là, elles sont universelles. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont universelles parce que le hip-hop français, le hip-hop n'est pas né en France, mais il y a un hip-hop français voilà. Qui, si les Américains tombent dessus, ils vont retrouver tous les codes, voilà, toutes ces valeurs-là. Et c'est ça l'essentiel. C'est vraiment ça l'essentiel, comme tu as dit, transmission du savoir, valoriser les mémoires, solidarité entre les communautés, voilà. Et ouais, 100%, donc, que ce soit du rap français, que ce soit du rap en Afrique, que ce soit du rap en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. Ces valeurs-là, en fait, ça ment pas. T'écoutes un artiste, tu les sens, ouais. Voilà, dès qu'il y a une authenticité dans son rap, puis encore même, c'est le fil en fait de ton rapport à l'écriture aussi. C'est ça, c'est l'authenticité. J'écoute une instru, je suis là, je sors mes notes, et puis les mots par exemple, les mots ou les phrases que j'ai écrites au préalable, qui
m'inspire en fonction de l'instru que j'écoute, si je vais les garder. Okay. Et puis j'écris un peu comme un puzzle, tu vois. Je fais vraiment un puzzle de mots et de pensées pour le coup. Okay, c'est une démarche que j'ai. Donc j'écoutais l'instru et puis il y aura des mots, il y aura des idées qui ils vont donner le pulse, tu vois. L'impulsion à ce que tu là, fais. tu vois, l'élan pour le reste du texte. Donc ça peut être 2 mots qui vont produire un texte, tu vois, au complet, un 16. 2 mots que j'ai notés qui me font écrire un 16. Donc ça peut être 4 mesures qui me font écrire le reste du 16, tu vois. Mais en tout cas, j'ai cette démarche où j'ai des idées qui vont me donner l'élan. Mais j'ai aussi une démarche que j'ai eue dans mon EP qui a été vraiment de A à Z. C'est-à-dire, par exemple, le son comme Zabé Bendele, c'est un son que j'avais une vision déjà macro de ce son-là. Okay. Je savais que je voulais que ça commence avec, par exemple, le sample, je savais que je voulais des acapellas, je savais que je voulais des changements d'instru, tu vois, et je savais que je voulais faire du storytelling. Donc, avoir une vision macro, je savais que je voulais faire ça. Et quand j'ai travaillé avec le beatmaker, je lui ai dit, tu sais quoi, donne-moi ce qu'il y a de plus minimal dans ta composition, donc juste des accords. Et avec les accords, j'ai cette impression que, ce sentiment où j'ai vraiment carte blanche. Pour moi, écrire juste sur des accords, par exemple, c'est comme avoir carte blanche parce que là, je peux aller dans tous les sens en termes de flow, en termes de technique et tout. Et ensuite, je lui ai dit de rajouter des instruments, tu vois. Donc c'est super intéressant ce que tu dis parce que si je comprends bien, il y a la possibilité d'allier une vision macro avec la dynamique d'inspiration sans forcer l'écriture, mais comme d'avoir un cadre de vision, puis après se laisser aller dans cette dynamique-là. Ouais. C'est un peu ça que t'expliques. Comme j'ai aussi cette démarche où voilà, j'ai déjà du texte, j'ai déjà des idées et que ça aussi ça peut m'inspirer pour une œuvre, tu vois. Mais pour mes œuvres, à moi, franchement, la vision macro, c'est ce qui me parle le plus parce que justement, cette envie d'authenticité, j'y vais jusqu'au bout, tu vois. J'ai même des textes comme Pasteur Africain, des chansons comme Pasteur Africain, j'ai écrit sans instru. J'avais déjà les cadences, les flows dans ma tête, je les ai écrits, je les ai rappés en acapella, en beatmaker, et puis tu vois. Donc le premier couplet est écrit en acapella. Super. Et ensuite, le deuxième couplet, je l'ai écrit parce qu'on avait fait de l'instru. Donc première session, j'arrive avec mon acapella, on fait une instru, je repars chez moi. Et mon deuxième couplet, je l'écris sur l'instru qu'on a créé, tu vois. Donc ça part quand même de ma tête, l'écriture est sans pareil. J'avais juste le texte et je suis allé voir le compositeur, j'ai rappelé. C'est un pianiste aussi, à la maison que je rappe, tac, il joue les accords et puis voilà. Ok, super. Ça, tu vois. Puis tu sais, en somme, il y a une chose que je trouve super intéressante. Tu sais, à travers les traditions spirituelles du monde, il y a une consonance qui est assez particulière. En fait, ils te disent tout, hein, si tu prends le temps de les étudier, même toi, tu m'as dit que tu avais un rapport avec la Bible aussi, tu remarques qu'ils te parlent tous qu'il y a, il y a 3 livres en fait qui sont toujours en communication ou en rencontre. Il y a le premier livre qui serait le livre déployé, qui serait le livre de l'univers, c'est-à-dire les signes de l'univers qui se parlent entre eux, les oiseaux qui chantent, le soleil qui se lève, tout ça participe d'un grand livre déployé. Ensuite, on te dit qu'il y a le livre intime du cœur, c'est-à-dire c'est nos rêves, vocations, nos désirs, nos passions. Ça aussi, c'est notre livre. Et tu parles d'un 3e livre, ce serait le livre en mouvement de nos œuvres, de nos actions, de nos façons d'agir. Donc moi, je me suis dit, toi, de ton côté, toi qui as cette facilité d'écriture, si, disons, dans 30 ans, dans 40 ans, on devrait écrire une autobiographie de ta personne, quel titre on mettrait à cette autobiographie, l'autobiographie du grand Kama? Adolescent. Adolescent? Ouais. Et pourquoi adolescent? Pourquoi? Parce que je pense que toute ma vie, bon déjà l'adolescence c'est l'adolescence qui s'étend dans une première partie de ta vie d'adulte, tu vois. Et l'adolescence c'est tous ces codes, tu vois, c'est le fait de se chercher encore, chercher son identité. Et je pense que toute ma vie, ça sera une forme d'adolescence justement. Un quête de sens continu perpétuel. Ouais, et aussi parce que je sais que, tu vois, tous ces sentiments, toutes ces choses auxquelles j'étais attaché, jeune, enfant, en fait, ce qui me fait sentir comme un gosse, pour moi, c'est très important toute ma vie, tu vois. Ne jamais perdre cette part d'enfance, cette part d'innocence. Ne pas perdre le rêve, la rêverie, pas perdre, tu vois. Moi, j'étais vraiment un enfant j'ai beaucoup d'imagination. Et pour moi, le monde, tout est possible, tu vois. C'est possible de tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu grandis maintenant, la société va te restreindre cette manière-là de concevoir la vie. Tu vois, en imposant des codes et tout ça. Et en soi, tu sais, il faut accepter de grandir. Tu vois, bien sûr. Il faut accepter de grandir, mais on peut grandir avec son cœur, avec sa force. Pas perdre ça, tu vois. Voilà. Et ouais, moi j'aimerais être. Bon,
du bon côté, hein, parce qu'il y a être adolescent du mauvais côté, tu vois. Mais du bon côté, c'est vraiment le parfait équilibre entre grandir, assumer qui t'es en tant qu'adulte, prendre plus de responsabilités, tu vois, avoir plus de cadre, savoir où tu t'en vas, mais ne pas perdre son cœur d'enfant, ne pas perdre son imagination. Mais tu n'en as pas le rapport encore technicité, créativité, garder le flow, la vague des choses, mais tout en étant structuré avec le côté science. Tu sais, ce mariage des deux, je pense que c'est ça qui produit le génie. Tu sais, moi je suis un balance. Tu vois. Ok, donc tu es dans le sens astrologie, je suis un balance et plus. Je me rends vraiment compte que. La dynamique d'équilibre, c'est important pour toi. Tout le temps, vraiment, je te jure. Mais c'est le travail de la vie, de la maturité. Tu vois, moi c'est vraiment toute ma vie, cette quête d'équilibre. L'art, mais en même temps la science, tu vois, la créativité, le pragmatisme, tu vois, tout le temps. Donc adolescent, ouais, je pense que ça représenterait bien. Moi ça me ferait plaisir de pouvoir dans 30 ans, 40 ans, pouvoir le lire, le partager à mes enfants, à la famille, et dire qu'on a pu commencer cette généreuse entrevue avec un homme qui a la vision, qui n'a pas peur de s'affirmer, qui est courageux, qui n'a pas peur d'être authentique parce que c'est une valeur absolument importante pour lui. Donc j'espère que l'entretien d'aujourd'hui vous a convaincu que le savoir peut changer une vie, peut révolutionner une existence, peut amener la couleur autant au niveau de nos ambitions que nos vocations. Sur ce, mes très chers, merci encore à toi Karma pour ta présence, c'est vraiment un plaisir. Puis toi on peut te retrouver sur Instagram. Principalement Instagram, et YouTube. Par là que YouTube, Spotify, Apple, Twitter. Mais Instagram c'est là où je communique le plus. Et dans ma bio Instagram il y a les liens vers mes autres plateformes. Donc Instagram 4 lettres QUATRELETTRES pour Kama 4 lettres. Puis j'ai imaginé aussi sur Instagram aussi. Mais aussi non c'est collé NEOSIR collé et le lien le donné aussi dans ma bio de Kama. Donc extraordinaire. Donc sur ce, moi c'est Carmen, c'est Manuel Catsul chez Éveil Citoyen et n'oubliez jamais, ensemble nous sommes plus forts. Ciao, ciao. Alright, yeah. Yes, c'est Kama, freestyle pour Éveil Citoyen, Charlotte Carlin, Charlotte Éveil Citoyen, let's go. Vouloir élever sa stature, en quittant ses terres, en laissant famille derrière, en fuyant la dictature. Plus grande est la distance, plus pénible est la fracture. Je sais pas si ton esprit capture. 10 millions de Congolais, c'est le prix du iPhone. Nos femmes, nos enfants violés, c'est le prix de la borne qui recharge ta voiture. Trop de sanguinaires sur la gauche politique veulent nous prêcher la droiture. Tozala qui est bêlé, ou chez la gamme en œuvre. Quartier de Zaïrois, plein de basketteurs zélés. C'était pas qu'il y avait pas de talent, il y avait juste pas l'étal. Sur mes gars ont perdu le focus dans la drogue et l'enzélé. Tous impliqués dans des histoires pas légales, de près ou de loin, mais bon, juge pas mes gars. Zambébé Ndélé, Dieu notre étendard. Enfants traumatisés, adultes tête en bas. C'est pour mes athlètes, mes artistes, très forts, mes rêveurs qui ont perdu espoir. Faute d'opportunité d'export, qui fuck le 9 à 5, qui veulent le cash de Jordan Belfort. Quitte à faire scammer, quitte à faire escorte. L'amour et l'allégresse sont un autre type de richesse. Continuer dans la douleur et tout ce que je souhaite à Duchesse, c'est d'être béni grâce à son talent révélé. Dieu notre étendard, Zambébé Ndélé. Bless! Jeune talent visionnaire! On aime ça! Bless! On aime ça! Fier de toi, frérot, fier de toi, fier de toi!